Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces mythes et légendes qui tournent autour d'Internet. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous plonger à l'intérieur de celles-ci. Vous savez, il y a plein d'histoires qui tournent, elles seraient peut-être vraies, peut-être fausses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer enfin la vérité. Je vais vous expliquer aussi pourquoi elles existent et pourquoi... La borne d'arcade maudite. On est dans les années 1980 aux États-Unis et plus précisément dans l'État d'Oregon. Un jeu d'arcade est lancé dans les salles de jeux publiques, soi-disant distribué par le gouvernement. Il se nomme Polybius. En fait, pour y jouer, il fallait juste insérer un peu de monnaie comme tous les jeux d'arcade. Faut savoir que ce jeu est basé sur des graphismes psychédéliques et abstraits. Donc déjà, vous voyez un petit peu le décor. Il serait capable de modifier votre perception des sens, vous empêcher de dormir et même provoquer des crises d'épilepsie jusqu'à des hallucinations absolument délirantes. On n'est pas sur un petit jeu, c'est le genre de jeu qui t'envoie dans l'espace quand tu commences à y jouer. Tu lis la notice, t'as pas envie de jouer déjà. Si tant est qu'il y a une notice sur ce genre de jeu, ça m'étonnerait. Dedans, il y aurait un menu caché, des options secrètes, et en les trouvant, elles indiqueraient pourquoi ces formes psychédéliques ont été introduites pour manipuler le cerveau des joueurs en les faisant délirer. On dit même que les joueurs étaient tellement accros à ce jeu qu'on pouvait voir une file énorme devant la borne d'arcade parce que tout le monde voulait y jouer. Ils étaient accros littéralement. Polybius, ça fait partie des toutes premières légendes urbaines qu'il y a eu sur internet. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Après avoir joué à ce jeu, des joueurs auraient oublié littéralement leur nom et même leur adresse. D'autres y auraient joué seulement une seule fois et dédié après ça leur vie à militer contre les jeux tellement il était puissant. Non, parce que on n'a jamais vu quelqu'un jouer à Mario 64 et après aller dans la rue avec une pancarte, arrêter les jeux vidéo. Ça vous montre la puissance du truc. Apparemment, il y aurait des messages subliminaux qui apparaîtraient dans le jeu, indiquant aux joueurs de se soumettre à l'autorité. Mais quelle autorité, vous allez me demander? On a très peu d'éléments en fait pour déterminer qu'est-ce qu'il fallait faire sur Polybius, en quoi consistait ce jeu. Certains parlent d'un vaisseau spatial à diriger et d'autres de labyrinthes et énigmes à résoudre. Bon déjà, vous voyez, on n'est pas trop sûr de ce qu'il fallait faire sur le jeu, donc c'est pour vous dire le niveau de la légende. Il n'y a qu'une seule photo visible, soi-disant, une vraie photo visible de la borne d'arcade. Et donc en gros, elle ressemble à ça. On sait pas trop d'où elle sort, donc c'est un petit peu suspect, on va pas se le cacher. Un homme habillé tout en noir venait collecter, soi-disant, les données de la machine toutes les nuits. On dit que c'était un agent de la CIA envoyé pour analyser des données comportementales. Oui, cette borne, elle aurait été placée dans les salles d'arcade seulement 2 semaines, donc en fait un laps de temps très court. On peut retrouver quelques enregistrements sur internet du jeu en question. Sauf que bien évidemment, Polybius n'est qu'une légende, et tous les enregistrements que vous avez vus avant, c'était sans doute des faux. Cette légende, elle a été largement démentie par des historiens de l'internet et des professionnels de la sécurité informatique. Autant vous dire qu'ils ont plus de connaissances que nous tous réunis. On peut même retrouver un épisode des Simpsons en 2006 qui en fait allusion tellement cette légende est populaire. Et donc Polybius, cette borne d'arcade, c'est vraiment quasiment l'une des toutes premières légendes d'internet qui est née. C'est de là que tout a commencé. The start of the story. Ouais, non. Dans le même registre, il y a également l'histoire de la version possédée de Mario 64, où des voix murmuraient en japonais par-dessus de la musique. Des choses un petit peu flippantes, on va pas se mentir. Les 7 clés qui contrôlent Internet. Vous avez déjà probablement ou pas entendu parler de cette histoire absolument incroyable, où 14 personnes dans le monde dirigeraient Internet et seraient capables de le fermer et l'ouvrir comme ils veulent. Et donc ces 14 personnes détiendraient 7 clés permettant de fermer Internet complètement. En gros, ce seraient des personnes de l'ICANN, ce qui veut dire Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, société d'attribution de noms de domaine et de numéros sur Internet. Voilà, en gros c'est ça pour la traduction. Mais cette entreprise existe réellement, attention, c'est là où c'est un petit peu ambigu en fait. Parce que vous allez comprendre après, en fait, il y a des choses qui sont collées avec des choses réelles, et tout ça c'est mélangé pour faire un délire un peu chelou. Donc cette entité ICANN, elle existe réellement, elle a un réel impact sur le développement d'Internet, c'est elle qui gère les noms de domaine. .com, .fr, etc., vous connaissez la musique. On va pas entrer dans les détails techniques parce que c'est assez compliqué, mais en gros elle a une réelle influence sur l'Internet global, et bon, ils ont quand même un certain pouvoir, mais pas tout. Pour en revenir aux 7 clés qui contrôlent Internet, ce seraient donc des personnes au sein de ce groupe qui les possèdent. Il y aurait un rituel ultra sécurisé, baptisé la cérémonie des clés,
ou Root Signing Ceremony. Je ne sais pas. Durant ce rituel, apparemment, le verrou ultime, comme on dit, d'Internet serait vérifié et mis à jour avec les 7 clés. Les 7 clés que 14 personnes détiennent. Alors voilà, il y a toute une cérémonie où soi-disant ils les échangeraient. Les mecs ont des toges, ils sacrifient des poulets. Non, on n'en est pas là, heureusement, mais c'est un petit peu ça le délire. Sauf que le truc, c'est que cette cérémonie, elle existe vraiment au sein de l'ICANN. Il y a vraiment plusieurs personnes de plusieurs pays différents qui se rejoignent à une période de l'année précise pour sécuriser certaines choses, notamment autour des noms de domaine et tout, comme je vous ai expliqué avant. Mais ça a été légèrement détourné. Bah oui, parce que quand on entend parler d'une cérémonie secrète, on imagine tout de suite des mecs avec des capes blanches qui utilisent des chèvres albinos pour leur faire je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. En réalité, ils font une procédure pour sécuriser au maximum le système, et donc nous sécuriser nous, parce que nous on est les utilisateurs de tout ça. L'ICANN permet à nous, les internautes, de trouver les adresses valables. Ils distribuent juste les noms de domaine, .com, .fr, etc. comme je vous ai dit. Mais en fait, à aucun moment ils ont accès aux transactions financières ou même au contenu sur Internet. Donc voilà, le détournement, il a été fait à peu près à ce niveau-là, comme s'ils avaient la main mise sur tout, mais c'est pas du tout le cas. En gros, la vraie cérémonie des clés DNSSEC, ça s'appelle, elle permet de sécuriser ces noms de domaine et éviter que des personnes malveillantes puissent rediriger vers un autre nom. Genre par exemple, au lieu d'arriver sur ma boutique en ligne qui est en description, qui a un lien bien précis, si vous cliquez dessus et que ça a été détourné, ça vous renvoie vers un truc, je sais pas, dans un pays un peu chelou qui veut vous vendre des trucs étranges, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, bien évidemment, cette légende des 7 clés qui sont capables de fermer ou ouvrir Internet, c'est totalement n'importe quoi, vous l'aurez compris. Internet peut résister à une attaque nucléaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette légende qui est très connue, qui dit qu'Internet aurait été construit pour résister à une attaque nucléaire? Ce qui est assez étonnant dans ce mythe, c'est qu'il est soutenu par des personnes très intelligentes, comme par exemple le directeur de sécurité des systèmes informatiques chez Salesforce. Salesforce, c'est une énorme entreprise entité qui gère des logiciels informatiques et du suivi client. C'est sans doute l'une des plus grosses sociétés au monde d'ailleurs. Donc vous pouvez imaginer que la personne à la tête de la sécurité informatique de cette entreprise, c'est pas un demi-cerveau, hein. Cette légende, elle prend naissance d'un rapport lié à une prospection qu'un grand informaticien, Paul Baran, a rédigé. Il travaille à l'époque pour le think tank Round Corporation, qui n'est ni plus ni moins qu'une corporation qui conseille l'armée américaine au niveau des stratégies. La légende, en fait, elle prend forme parce que ce monsieur, il a participé au développement du projet qui, par la suite, enfin plus ou moins, deviendra Internet, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Même si on sait tous très bien aujourd'hui qu'Internet n'a pas été créé par une seule entreprise ou une seule personne. En fait, Internet, c'est le résultat de plusieurs recherches qui n'ont aucun lien dans différents pays, qui à un moment donné ont fusionné et ont créé ça, voilà. Après, il y a des acteurs plus ou moins influents sur le développement d'Internet, mais globalement, c'est pas une seule personne qui s'est dit « Eh les gars, si on faisait Internet ?» Mais bon, ce n'est pas la question, parce que l'histoire d'Internet, c'est encore autre chose et c'est un peu compliqué. Revenons à notre histoire. Notre histoire d'Internet qui résiste à des attaques nucléaires. La RAND, donc cette corporation qui conseille l'armée américaine, même si elle est devenue indépendante maintenant, a été fondée par la défense américaine elle-même. Dans le cadre d'un contrat avec l'armée entre 62 et 65, le fameux informaticien Paul Baran, que j'ai cité juste avant, étudie une technologie qui servira plus tard pour Internet. Enfin, plus ou moins, voilà, ça a été modulé au fil du temps, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc cette technologie, c'était la transmission de données par paquet sécurisé. Attention, c'est pas une sécurité, il met un cadenas Lidl, non, c'était, soi-disant, envoyer des paquets pour qu'ils résistent s'il y a une attaque nucléaire. Vous voyez où je veux en venir. Comme il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est uniquement le réseau américain, l'armée américaine qui a développé Internet, eh bien ce mec-là ressort, vu qu'il a travaillé sur des systèmes pour résister à des attaques nucléaires dans le transfert de données, eh bien on se dit Internet a été créé pour résister à des attaques nucléaires. Et c'est totalement faux. Et donc la légende est née, comme quoi Internet pourrait résister à une razzia atomique, si je puis me permettre. Parlons maintenant d'un sujet qui va sans doute beaucoup vous intéresser. Bienvenue dans les Red Rooms. Alors je vous ai demandé sur Twitter, est-ce que vous pensez que les Red Rooms existent ou pas? Nous allons aller voir les résultats tout de suite. En gros, vous êtes 56% à penser que les Red Rooms existent. Et globalement, vous pourrez vous faire une idée très claire à la fin de cette vidéo pour savoir si c'est vrai ou pas.
Je sais pas. Enfin si je sais, mais je sais pas. C'est sans doute l'un des plus grands mythes d'internet et notamment du dark web. Vous savez, ce sous-réseau popularisé comme étant démoniaque. Évidemment les gens adorent ça, de diaboliser les choses, mais évidemment le dark web, le deep web, le darknet, ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que des types chelous et des sites bizarres, c'est bien plus complexe, mais bref, là aussi on pourrait en faire une vidéo de 5000 heures et ce n'est pas le sujet. Mais les Red Rooms dont je vais vous parler, on dit que ça se passerait justement là-dessus. Donc ces salles rouges, en français, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je vous parle de ça, mais parmi vous, il y en a qui savent peut-être absolument pas ce que c'est. Les salles rouges, en gros, ce sont des streams, des lives en direct qui passent sur Internet, et notamment sur ce sous-réseau que vous aimez tous. Vous avez donc des viewers qui paient très cher pour choisir ce que va subir une personne. Voilà, donc, ce sont des live streams extrêmement pas bien, c'est pas bien. Évidemment, ça peut être de tout, hein, et ça va très très loin dans les choses horribles. On va pas se mentir, voilà. Je vais pas détailler, je pense que vous savez, vous savez. On va faire un truc. Imaginez la pire chose dans votre tête qui peut se produire sur Terre. Eh bien, cette chose peut se produire sur ce live stream. Des gens vont venir payer pour voir ce stream et satisfaire leur curiosité plutôt morbide, on va pas se mentir. Voilà, j'espère que vous avez une idée à peu près de ce que c'est pour ceux qui savaient pas du tout ce que c'est. En gros, c'est ça. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, c'est un site sur le dark réseau qui vous propose d'entrer dans une Red Room. Cependant, vous devez payer une somme astronomique pour y accéder. Alors déjà, est-ce que c'est pas bizarre? Bon, en 2015, il y a eu un gros engouement pour ce délire parce que il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il y a eu une énorme hype sur une Red Room qui allait se lancer. Un truc bien précis qui allait se passer, qui allait proposer un contenu assez spécial. Ça s'appelait Bacon Stream. Ce truc-là, apparemment, allait vraiment se lancer. Voilà, il y avait une page, les gens attendaient, des gens ont payé pour assister au truc, hein, ça allait se faire, quoi. Enfin, ça allait se faire. Tout est relatif, hein, puisque vous allez comprendre rapidement. Et donc, au moment de la diffusion, quand le stream allait commencer, il y a un message qui indiquait que le site avait été fermé par le FBI. Donc, en fait, ils se sont fait down avant que ça commence. Alors, est-ce que ça allait commencer un jour? Est-ce que c'était vrai? Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment par rapport à ce stream, il y a plusieurs suppositions. Des gens supposent que le site aurait pu être un appât pour le FBI afin d'attraper ceux qui voulaient consommer ce genre de contenu, ou bien seulement une blague pour faire vivre le mythe des fameuses chambres rouges. Et c'est possible aussi que ce soit également un virus. Vous allez comprendre qu'on peut choper des virus à partir de ces choses-là, parce qu'ils vous proposent de contourner le système pour contourner certains problèmes. Venons-en. Mais finalement, on ne saura jamais si ce live stream de 2015 était vrai, était faux. Voilà, il y a zéro preuve en fait. C'est bien trop obscur, vous me direz. Je vous dirai oui. Je vais d'ailleurs vous citer la petite phrase d'un spécialiste qui est plutôt bonne, je trouve, et qui parle des Red Rooms. Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? C'est un peu comme le Père Noël. Tous les enfants y croient, mais personne n'a jamais vu le vrai. Et c'est vrai. Déjà, on vous demande de payer à l'avance un inconnu avec une monnaie qui rend la transaction totalement anonyme. Premier point déjà qui peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille sur le fait que c'est souvent une arnaque. Mais Tor est aussi extrêmement lent, car le flux transite d'ordinateur en ordinateur, ce qui permet de brouiller les pistes d'ailleurs. Pourquoi Tor il est lent? Parce que Tor, c'est par là qu'on accède sur le réseau que je vous ai parlé. Eh bien, c'est parce que il est dépendant des machines des particuliers qui permettent de faire vivre ce réseau. Et les ordinateurs des particuliers ne sont pas très souvent des cadors pour faire transiter un flux. La question n'est pas là, mais retenons que Tor est super lent. Alors, sur un réseau qui est super lent, comment vous voulez diffuser un flux? Pour y être allé sur Tor, sur le dark web, je connais, c'est extrêmement lent. Alors, c'est juste pas possible de diffuser un stream. Techniquement, c'est pas possible. Mais il y en a, ils vont me dire, oui, mais on me propose de télécharger un logiciel pour contourner ce problème. Quand vous arrivez sur ce genre de truc et ils vous disent oui, si vous voulez voir le stream, téléchargez notre logiciel, c'est pour contourner le problème de lenteur. Sauf que 100% des logiciels qui ont été testés et téléchargés sur ces soi-disant Red Room, où la personne a payé une fortune, n'a jamais revu son argent évidemment, eh bien c'était tous des virus. Voilà, ça permet d'infecter les machines. Il y a différents virus justement, et même que ces Red Rooms seraient potentiellement faites par le gouvernement parfois, notamment le FBI, qui utiliserait ça en tant que pot de miel. Pour attirer le chaland, on va leur dire télécharger le logiciel pour que ça aille plus vite, pour contourner le problème. Et en fait, ce logiciel ne serait qu'un espèce de mouchard et repérer les gens qui voudraient consommer ce genre de contenu pour les arrêter après. Dans le pire des cas, voilà, c'est un truc qui va vous envoyer en tôle si vous habitez aux États-Unis, ou alors dans le meilleur des cas,
c'est un virus qui va bloquer toutes vos données et vous demander une rançon. Donc voilà, ça c'est des informations que j'ai lues d'un expert en informatique. Et donc, les Red Rooms n'existent pas. Il y a zéro preuve, il y a zéro affaire là-dessus. Ça n'existe pas, voilà. Ceux qui disent le contraire, je peux plus rien faire pour vous. Vous êtes perdus dans la matrice. Moi, je vous mets au défi de me donner une véritable histoire, attention, pas une légende urbaine, de Red Room. Vous allez jamais en trouver. J'ai lancé pour vous une nouvelle fonctionnalité YouTube, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, situé ici sur la page de ma chaîne. En fait, vous aurez un accès VIP et vous pouvez choisir différents niveaux pour avoir accès à du nouveau contenu ou à certaines choses. Je vous laisse regarder, vous allez voir. Vous pouvez choisir, je proposerai éventuellement des vidéos bonus. De toute façon, tout est détaillé, vous pouvez aller checker, le lien est également en description. Pensez à vous abonner, merci beaucoup, à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo également, je vous embrasse. Ciao les potes.